Bonsoir à tous, nouveau numéro ce soir de Putsch Live et j'ai le plaisir de recevoir Laurent Berton. Laurent, comment allez-vous? Eh ben, je vais très bien, merci beaucoup et j'espère que vous allez aussi bien que moi. Ben, très bien, on va aborder tous ces sujets ce soir, mon cher Laurent. Vous savez que... Et vous me disiez hors antenne que personne ne vous avait appelé pour l'instant pour parler de tout ça. Et je relisais une partie de vos livres, parce que je les ai tous lus, bien entendu. Et merci d'être là. Et je me disais, je vous faisais part de mon idée que finalement, vous étiez controversé il y a encore 1 an, 2 ans, 3 ans de ça. Maintenant, vous allez devenir ultra mainstream, hein, parce qu'il va falloir commencer à trouver quelque chose d'autre en ce moment, vu la situation actuelle du pays. Non, Laurent? C'est vrai que le constat devient assez banal finalement, et on a l'impression que du coup tout le monde à peu près le partage, à part évidemment ceux qui comptent le plus malheureusement. Mais en effet, alors moi, bon bah à la limite, tant mieux vaut tard que jamais. Mais le problème, c'est que plus le temps passe et plus les choses stagnent, plus les victimes s'empilent. Ça fait déjà ce constat, je l'ai fait il y a déjà pas mal d'années. Il était déjà à l'heure actuelle vraiment à la portée de tout le monde. Et bon, tant mieux, ça semble un petit peu bouger. Mais encore une fois, malheureusement, ça ne vaut rien tant que ça ne concerne pas ceux qui sont aux manettes de ce pays. Alors, on va commencer, on va parler de tous ces sujets. Merci en tout cas d'être tous là. Certains vous considèrent, OG Ben Doji nous dit que Laurent Berton est un prophète. Voilà un peu les messages que vous avez. Il y a une grosse communauté de fans ce soir de Laurent Berton. Merci en tout cas d'être là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous la connaissez pas. Et si vous êtes sur Facebook ou Twitter, retweetez et n'hésitez pas à liker ce live. Première question, on va évacuer ça. Laurent, Ring, ça en est où? Papacito, Marceau, vous, la directrice éditoriale, voilà, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? On en est où là aujourd'hui? Eh bien, ainsi qu'il a été annoncé sur nos pages Facebook respectives, Marceau, Papacito, notre directrice éditoriale Laura Magnier et moi-même avons décidé de quitter les éditions Ring, les éditions Ring qui sont actuellement mises en vente. Donc je veux remercier tous nos lecteurs pour leur soutien, puisque de toute façon ils nous suivent quoi qu'il arrive, par-delà les mers et les monts. Donc ça c'est une très bonne chose. Et je les rassure parce que nous allons revenir. Nous sommes actuellement au travail tous les trois. Nous sommes sur notre prochain projet. Alors on pourra pas revenir cette année pour des questions de timing, mais je pense que l'année prochaine, peut-être en début d'année prochaine, on va faire le maximum. Nous serons de retour, donc pas de panique. On reviendra, voilà, j'espère avant l'apocalypse. Et donc vous pouvez compter sur nous. Bon, mais ceci étant dit, voilà, vous voilà rassurés, chers fans de Laurent Berton, Papacito, Marceau et d'édition Ring, ils vont revenir dès 2022. C'est le bon moment pour revenir, Laurent Berton. 2022, la présidentielle, nous allons voir ça. Et vous parliez peut-être, espérons qu'on évite l'apocalypse, parce qu'on veut quand même l'éviter, nous tous. On n'est pas là on n'est pas des putschistes, même si nous sommes sur Putsch Live. On va essayer ce soir de réfléchir, de nous donner votre sentiment sur ce qui se passe en France. Je veux qu'on aborde l'ultraviolence endémique, des quartiers aujourd'hui hors de contrôle, des policiers mais complètement débordés. D'ailleurs, je rappelle que des policiers ont voulu se réunir hier soir, avant-hier soir, sur les Champs-Élysées, notamment pour rendre hommage aux policiers exécutés à Avignon, et ils en ont été empêchés, apparemment par le préfet. Il n'y a pas que les gilets jaunes, finalement, qui ont plus accès aux Champs-Élysées. Apparemment, les policiers aussi, pour ceux qui voulaient s'exprimer, leur désarroi et leur dégoût de cette situation. Laurent, commençons immédiatement. La tribune des généraux. Première, généraux retraités, une membre du gouvernement nous a dit que c'était un quarteron de généraux en charentaise. On lui a répondu qu'elle avait, pour Florence Parly, qu'elle avait même jamais tenu un pistolet à bouchon. Ambiance est posée. Et là, hier soir, ça fuit. Deuxième tribune qui sort. Et là, c'est des militaires en active. Première impression là-dessus pour vous. Et on va débattre du fond. Du moins, on va essayer d'aller dans le fond de ce sujet-là, la tribune. Eh bien, l'impression, c'est que enfin, les choses se fissurent et que les individus qui sont peut-être les plus qualifiés dans ce pays pour parler de la situation, c'est-à-dire les policiers, la hiérarchie militaire, osent enfin le faire, osent franchir le pas malgré toutes les menaces, toutes les récriminations dont ils ont fait l'objet. Malheureusement, je trouve que la réaction du pouvoir n'est évidemment, elle est totalement en dessous de tout, c'est-à-dire qu'on commence par se foutre de la tribune des premiers généraux en charentaise, etc.
Et quand derrière vous avez apparemment plusieurs dizaines de militaires d'actifs qui signent une nouvelle tribune, eh bien on les traite de lâches et on les compare à des pleurnicheries de réseaux sociaux. Donc le pouvoir passe une occasion, enfin à côté d'une occasion énorme de prendre un petit peu de hauteur. Et parce que si les militaires en sont poussés à ça aujourd'hui, si les policiers prennent des risques vis-à-vis évidemment de leurs obligations de réserve, vis-à-vis comment dire, un risque social, parce qu'ils sont toujours pointés du doigt, ils seront accusés de toutes les abominations possibles, l'atteinte à la sécurité de l'État, putschisme, etc. S'ils en sont là, c'est vraiment qu'il y a matière. La situation pour eux, elle est vraiment absolument critique. Celle des policiers, hein, depuis plusieurs mois, sont aux prises avec les mouvements Black Lives Matter, avec tout un tas d'affaires qui ont été montées en épingle, l'affaire Zecler, on a Assa Traoré, on a Rokhaya Diallo qui font des marathons médiatiques depuis quelques mois. Les policiers sont clairement désignés comme des méchants, comme le bras armé du racisme systémique. On le voit, de paralyser leur action, de les empêcher de combattre la délinquance ordinaire. Et donc, on ajoute en fait à leur enfer quotidien, on essaie de leur couper, de leur lier les bras et les jambes face à une situation qui est déjà absolument intenable. Donc, évidemment, ça ne peut pas tenir. Ce sont des êtres humains, ils ont des familles. Donc, malheureusement, il a fallu un drame comme celui d'Avignon pour qu'il y ait une réaction spontanée. Il y en aura d'autres, c'est absolument inévitable. Si cette réaction n'est pas entendue, on va évidemment, comme l'ont dit les militaires, vers le chaos. On ne peut pas parler vraiment de guerre civile, mais vers des affrontements multicommunautaires, un effondrement toujours plus patent de l'État, une faillite totale de ses missions régaliennes, et évidemment une situation de guérilla. Oui, mais c'est étonnant parce que vous l'avez dit, hein, Laurent, bien entendu. On a l'impression que certains membres du gouvernement et certains responsables politiques aussi, il faut le dire, délégitiment. Dès le début, on délégitimait la tribune de ces généraux en retraite, entre guillemets. Et aujourd'hui, ben, finalement, François Hollande était sur France Inter ce matin et il nous a servi la soupe tiède du François Hollande en disant qu'il ça manquait de déontologie parce qu'il n'y avait pas de nom. Et on voit bien que c'est des éléments de langage qui sont aussi sortis par Agnès Pannier-Runacher ce matin sur le confrère de Sud Radio. Il n'y a pas de nom, finalement, on ne sait pas trop qui c'est. On ne peut pas poser un constat. Ces gens-là ne veulent pas voir la réalité. Comment vous le percevez, ça, Laurent, vous? En 2013, on m'a dit la même chose. On ne connaît pas votre identité réelle, on ne sait pas qui vous êtes, m'avait dit Laurent Ruquier. Comme si ça disqualifiait évidemment le constat que je faisais, parce qu'évidemment ces gens-là non plus ne sont pas connus, ils sont dans l'ombre, on s'en sert comme des variables d'ajustement quand il y a des petites crises, quand il y a les gilets jaunes, on s'en sert comme la garde prétorienne du régime en quelque sorte. Et là, tout à coup... On revient dessus, Laurent. Effectivement, c'est une très bonne idée parce que vous l'avez dit, hein, les forces de l'ordre ont été utilisées contre les gilets jaunes et aujourd'hui ils sont laissés livrer à eux-mêmes et contre ces fauteurs de troubles, même voire plus même. Hein. Ah, mais pour le pouvoir, vraiment, le mépris à l'encontre de ces hommes de service et d'honneur est total. Ils considèrent que, voilà, ce sont leurs larbins, en quelque sorte, et ils doivent, leurs fonctions reviennent à garantir que la situation ne dégénère pas complètement pour qu'on puisse continuer à dominer la situation et à tirer de ce pays ce qu'on peut en tirer. Et finalement, après eux, le déluge. Le quotidien des policiers ne les concerne pas. Oui, c'est un métier difficile. On va toujours minimiser ce qu'ils ont à affronter au quotidien. Et quand ils se muent, ces policiers, en lanceurs d'alerte, eux, des sociologues, des militaires, à peu près n'importe qui va sonner le tocsin sera désigné. Et ça a toujours été comme ça en France, malheureusement. On va s'en prendre aux porteurs de mauvaises nouvelles pour quelque part faire peur aux autres, à ceux qui pourraient être tentés par rejoindre les lanceurs d'alerte. Et là, ça pose problème parce que quand on a plusieurs dizaines de milliers de militaires qui le font d'un seul bloc, les policiers qui suivent et quand même l'opinion qui est très largement derrière ces hommes de terrain, ces professionnels, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile. Malheureusement, le gouvernement, enfin, encore une fois, ne voit pas ça, ne voit pas grand-chose. Il est dans son monde à lui, il est avec ses médias à lui, avec ses sociologues, avec sa vision progressiste du monde, et il reste coupé de cette réalité qui risque fort de le renverser.
Mais là, alors vous l'attribuez à un déni de réalité, Laurent, bien entendu, mais à un moment donné, déjà ça se voit, mais ça va leur exploser dans la tête. Permettez-moi d'être un peu trivial, mais là on voit bien que ça commence à monter sérieusement en régime. Mais jusqu'à quand ils vont être dans le déni, ces membres du gouvernement? Est-ce que c'est la déconnexion finalement qui fait qu'ils ostracisent une partie de cette militaire à la retraite et inactive ou pas? Alors, c'est un poil plus compliqué que ça. Je pense pas Ouais. que la déconnexion soit si réelle que ça. C'est-à-dire qu'il y a bien une inquiétude très forte sur ce qui se passe. Ils ont les rapports. Ils ont depuis très longtemps, le renseignement tire la sonnette d'alarme. Donc, ils sont assez conscients que la situation est très mauvaise, mais c'est un milieu où on se terrorise entre soi, en fait. Et un grand éditorialiste, un grand politique, un membre du gouvernement qui oserait être alarmiste sur ce sujet sera désigné et mis à l'index par ses pairs. Il sera accusé de faire le jeu dans c'est qui, etc. Et donc, il faut serrer les rangs, il faut se taire, il faut serrer les mâchoires et attendre que ça passe. Malheureusement, cette stratégie est un peu suicidaire parce que on a beau fermer les yeux quand on est sur le Titanic, l'iceberg va quand même percuter le navire. C'est pas parce qu'on ne le regarde pas qu'il n'existe pas. Donc finalement, c'est la fin de l'amicale du vivre ensemble que vous décrivez si bien dans votre précédent livre. C'est fini le vivre ensemble. Tout le monde a bien compris, non? À un moment donné, peut-être? Moi, je pense que ça a même jamais existé, mais c'est-à-dire que là, même le mythe, même la promotion de ce mythe devient très déplacée, en fait. Quand vous êtes dans un pays où vous avez, toutes les 24 heures, vous avez 2400 violences physiques, 2400 victimes de violences physiques toutes les 24 heures en France, ça c'est l'Observatoire national de la délinquance, les chiffres de 2018, puisqu'il a été courageusement dissous par le gouvernement Macron, cet observatoire. Donc ce sont les derniers chiffres dont nous disposons. Mais quand on en est à un tel niveau en fait de violence permanente, on ne peut plus, on ne peut plus faire comme si c'était juste une simple question d'éducation, je sais pas, peut-être qu'il faut dissoudre génération identitaire, etc. On ne peut plus tourner le dos à ces problèmes. Et comme ce problème est vraiment, il n'est plus concentré uniquement dans certaines cités ghettos comme à une époque. Aujourd'hui, il est partout, il est dans les villes, il est dans les villages. Il fait plus qu'occuper l'actualité en fait. Donc, le réel a rattrapé la population. Il n'a pas encore rattrapé nos élites, mais il va peut-être les rattraper de manière un petit peu détournée, de manière électorale, par exemple. On ne sait pas. En tout cas, tôt ou tard, la connexion va se faire. Je voudrais qu'on parle un peu du fond, parce qu'on a vu bien que sur la forme, dans certains grands médias, on a attaqué surtout une partie de la classe politique notamment, et certaines classes médiatiques a dit que c'était une œuvre grosso modo de séditieux, de faction. Enfin, il nous a ressorti toutes les douceurs verbales qu'on avait sorties aux Gilets jaunes il y a déjà 2 ans. Donc, on les ressort pour ces fameux généraux. Quel était votre avis? Vous, j'imagine que le traitement de certains médias vous a pas étonné, Laurent, dans cette première tribune maintenant. Bien sûr, je vous dis, la principale stratégie en fait du régime est de criminaliser les inquiétudes. À partir du moment où quelqu'un va signaler quelque chose qui ne fonctionne pas, je parle pas de ce qu'on peut signaler, évidemment, on peut signaler que les inégalités se creusent, que le climat se réchauffe, etc. Ça, c'est admis. Par contre, quand on va parler de sujets tabous comme l'immigration, comme l'insécurité, là, évidemment, on n'a pas le droit de le dire. Et cette criminalisation, cette désignation et cet ostracisme des lanceurs d'alerte permettent de intimer le silence à l'opinion. Puisqu'à partir du moment où vous voyez quelqu'un sur un plateau de télévision qui va se faire lyncher parce qu'il va défendre la vision des militaires, eh bien, on osera moins, nous, lors du prochain repas de famille, prendre ce rôle de lanceur d'alerte qui va donc prendre des coups, qui va être ostracisé, menacé de toujours, vous savez bien, renvoyé aux heures les plus sombres, etc., etc. Et donc, on est un petit peu l'équivalent d'Adolf Hitler. Évidemment, personne n'a envie de vivre ça. Donc, c'est une disproportion totale, évidemment, entre ce qui est dénoncé et la réalité, mais ça fonctionne. C'est l'antiracisme qui interdit depuis des décennies la prise en compte réelle de l'insécurité, la prise en compte réelle des conséquences de l'immigration de quantité. Et ça continue. En fait, ça permet d'accuser la société, d'accuser le lanceur d'alerte, d'accuser les militaires, d'accuser Génération Identitaire et d'accuser absolument toute la société, toutes les victimes de l'insécurité elles-mêmes, plutôt que les coupables. Donc, c'est une formidable machine à nier les faits et à repousser les solutions.
Mais on va en parler parce que là, quand même, sur le fond, Laurent, cette tribune des généraux, il y a quand même la grande muette qui commence à prendre part au débat public. C'est ça qui a été reproché, mais c'est extrêmement important. Je ne veux pas dire que c'est historique parce que ça l'est pas, mais très sincèrement, dans ce monde-là que nous vivons, la prise de parole, la mise en débat de la grande muette dans le débat public, elle fait mal. D'ailleurs, on a intitulé ce matin sur Putsch.media cette tribune comme peut-être une bombe politique aussi pour Emmanuel Macron, parce que là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Non, c'est votre sentiment, Laurent, ou pas, vous? Il faut vraiment, effectivement, pas du tout sous-estimer cette tribune. Je trouve que c'est j'aime pas trop l'expression qui est très politique, un signe fort, parce que dans un monde... On libère les énergies, Laurent, on libère les énergies. Exactement. Et dans un monde où vraiment toute la communication est ultra aseptisée, maîtrisée, etc., il faut pas de vagues, on va pas choquer, on va pas offenser, machin, tout ça, que des militaires vraiment, qui est quand même une institution qui est d'ordinaire extrêmement docile, elle est là pour ça, pour la hiérarchie est constituée en fonction de l'obéissance. Le grand patron de l'armée est quelqu'un d'extrêmement soumis à des sous-secrétaires d'État, mais que justement le corps, la plupart, beaucoup d'officiers assez haut placés se révoltent aujourd'hui contre cet état de servitude volontaire, ne se reconnaissent plus dans ce service de l'État, de l'appareil, d'une administration. Les militaires, vous savez, quand ils sont des gens d'honneur, sont des patriotes, ils signent pour servir la France, pas pour servir Gérald Darmanin. Donc, quand ils font comme ça la dissociation, effectivement, ça fait très très mal. Et encore une fois, le fait de l'étouffer comme ça médiatiquement est pour moi une stratégie qui est complètement suicidaire. Mais c'est pas étonnant. On en est à un point tel de négation des réalités que ces gens préfèrent continuer et couler avec le navire du moment qu'ils restent à leur commande. Mais, parce qu'alors, je suis sur le site de l'heure actuelle, je vous invite, il est sur Putsch aussi, on vous a mis le lien. À cette heure-ci, à 17h, on est à près de 163 000 personnes qui ont signé le texte et près de 2 500 000 personnes qui ont lu cette tribune. Et vous l'avez dit, parce que quand même, le texte est très intéressant dans le fond, on va dire. On repart des anciens, on parle des poilus de 14, on parle de 1940, on parle de la nation. Enfin, c'est quand même des mots qui sont très forts, là, parce qu'on va très loin dans cette l'allégeance finalement à cette... Est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans une initiative pour essayer de sauver, je vais aller très loin, je vais essayer d'aller au bout, sauver aussi le pays pour qui ces militaires finalement pensent que ce pays est en danger de mort aussi. D'ailleurs, on l'a entendu, plusieurs généraux l'ont dit en retraite. Ah ouais, les mots choisis sont très forts. Il n'y a pas de, on ne se dérobe pas. C'est-à-dire, on nomme très clairement les choses. On parle de la haine de la France et de son histoire. C'est des choses extrêmement claires qui, encore une fois, qui ne sont jamais formulées. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette rupture vraiment entre les mots qui ont été choisis dans cette tribune et ce qu'on entend la plupart du temps, les discours extrêmement circonstanciés et politiquement serviles qu'on nous sert d'ordinaire. Là, vraiment, on a une franchise qui est arrivée sur la table, à laquelle on ne s'attendait pas du tout et qui inquiète terriblement. Parce que comment... alors, évidemment, on peut caricaturer, on peut réduire ces mots à ce qu'ils ne sont pas, mais non, les mots font très mal, ils sont très forts, ils sont très clairs, c'est serein, il n'y a pas du tout d'excès, loin s'en faut. Quand on connaît la gravité de la situation, on pourrait même dire que ces mots sont extrêmement mesurés, mais c'est déjà... quand on est sur la planète gouvernementale, je peux vous dire que c'est déjà à minima un astéroïde croiseur qui s'écrase sur vous là. Oui, parce qu'il est sous-entendu, à un moment donné, on l'a revu, la guerre civile, la probabilité d'une guerre civile. Et on a souvent attribué en disant qu'ils veulent putcher ou faire les putschistes, mais non, en fait, ils préviennent d'une guerre civile qui se passerait dans le pays et qui ne serait pas de leur fait. Donc on va très loin comme dans la démonstration, ou du moins dans les inquiétudes, dans les prochains jours, prochains mois plutôt. Ah oui, on parle de déchéance, on parle d'effondrement, on parle de guerre civile. Alors guerre civile, c'est toujours un terme qui est un petit peu difficile à reprendre, puisque quand vous avez un pays comme ça qui s'effondre de l'intérieur, un pays où vous avez des affrontements communautaires, vous avez vu à Marseille récemment, vous avez un gang de Nigériens qui s'affronte avec un gang de Maghrébins. Les vidéos sont effrayantes. Je les ai vues sur des réseaux, elles sont effrayantes les vidéos. Entre un gang de Nigérians et des gens d'un quartier, effectivement, pour la reprise d'un territoire, je crois que c'est ça. Et c'est absolument partout comme ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas, on peut pas dire que vous avez, je sais pas, l'amicale des anciens immigrés réunis contre les Français de souche autochtones. C'est pas du tout ça.
C'est la guerre de communautés contre des communautés pour des plans de trafic, pour des points territoriaux. Et les Français autochtones eux-mêmes sont évidemment très, très loin d'être unis contre ce fléau. Hein. Il suffit de s'intéresser au paysage politique français pour voir que les plus violents affrontements politiques en France ont lieu entre autochtones, et que d'ailleurs les individus les plus violemment progressistes de ce pays sont tout à fait enracinés. Donc il n'y a pas deux camps, ça c'est faux. Il y en aura énormément, mais évidemment personne n'a gagné grand-chose à un effondrement du pays comme ça, c'est sûr. Ouais. Alors, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions à Laurent Oberton ce soir. N'hésitez pas, je les ai sous les yeux. Je vais essayer de donner la parole, bien entendu, à nos téléspectateurs. Vous êtes très nombreux, près de 1400 sur l'ensemble de nos réseaux. Merci à tous. Merci Laurent Oberton d'être là ce soir pour réagir sur cette actualité chaude. N'hésitez pas à partager ce live si vous êtes sur Facebook, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, et à retweeter si vous nous regardez depuis Twitter. Et pareil sur Twitch. Question, Laurent. Comment jugez-vous les premières déclarations de Gérald Darmanin? Il était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin et Florence Parly. Là, on ne l'entend pas. Je crois pas l'avoir. Je crois que c'est pas exprimé, mais peut-être c'est le cas ces dernières minutes. Mais Gérald Darmanin, comment vous jugez-vous son réflexe, par exemple, sa réaction à ça? Alors Gérald Darmanin, si vous voulez, c'est assez compliqué parce que pour l'essentiel, Gérald Darmanin, en général, quand il se passe quelque chose, vous avez compris, il se rend sur place. Il a un bilan carbone il fait un tweet. Il fait un tweet, il se rend sur place, donc il a un bilan carbone qui est assez désastreux d'ailleurs. Ouais. Et ensuite, évidemment, il va condamner avec la plus grande fermeté, si c'est très grave, hein, sinon c'est juste avec fermeté. Il dira que c'est inacceptable et que évidemment tout sera mis en œuvre, etc., et patin couffin. Donc vraiment, enfin, Darmanin ne sert absolument à rien. Les propos qu'il a tenus à l'encontre des militaires, là, une fois, enfin, sont complètement, enfin, c'est même pas détestable, mais c'est d'une bêtise sans nom de renvoyer comme ça les militaires à des capricieux, à des types sur les réseaux sociaux, à des trolls en quelque sorte, parce qu'ils sont anonymes, ils sont lâches, etc. Alors que justement, il faut arrêter de dire ça. Il faut se demander dans ce pays pourquoi, quand on dit des vérités, on ne peut le faire quasiment qu'à visage couvert. C'est assez hallucinant. C'est justement que dans ce pays, la liberté d'expression est complètement cloisonnée par ce genre d'accusations puériles. Florence Parly, j'ai pas entendu l'intégralité de sa réaction, mais si c'est du même tonneau que ce qu'elle a dit l'autre jour, j'en suis assez heureux de ne pas l'avoir entendu. Quant au ministre de la Justice, faut-il en parler? Il a entamé sa campagne électorale comme si... C'est quand même complètement hallucinant que le chef du parquet, aujourd'hui, quand on voit l'état de la justice en France, se mette tranquillement en campagne. Je parlais tout à l'heure des 2400 violences physiques chaque jour en France, toutes les 24 heures. Il faut savoir que chaque jour en France, il y a 200 condamnations qui sont prononcées pour violences physiques, même pas 10%. Donc un niveau d'impunité sidéral. Et quand on parle, par exemple, des violences sexuelles, on a 265 viols ou tentatives par jour et on a 3 condamnations qui sont prononcées chaque jour, à peine 1%. Donc quand on est à la tête d'une justice comme ça, et je vous parle pas évidemment des peines qui sont prononcées et des peines qui sont appliquées, parce que les peines prononcées, même par le parquet ne suit plus jamais le code pénal en France, et les peines prononcées sont évidemment amputées lourdement par l'application et l'aménagement des peines. Donc quand on est à la tête d'une justice comme celle-là, la moindre des choses, c'est de faire au moins semblant de travailler et de ne pas mener campagne pour son patron. Mais bon, on est habitué. Ce qui est fou, c'est que ces gens, bénéficient encore d'un fond de popularité parfois. On se demande comment c'est possible, mais bon, je pense que la réponse, c'est l'appareil de conditionnement Big Brother qui est encore assez au point, et une certaine propension à la servitude volontaire chez une partie de nos contemporains, qui, j'espère, est en train de s'évanouir.
Alors, merci en tout cas d'être là sur le live. J'ai une question, Laurent, vous, avec vos différents succès, parce que tous vos livres sont des succès, c'est comme ça n'en déplaise à certains, en tout cas, les ventes le prouvent aujourd'hui, malgré le peu de promos que vous avez dans les grands médias mainstream, bien entendu. En tout cas, vous êtes sur Putsch Live, vous aviez toute votre place, comme les gens de tous bords d'ailleurs, pour le coup. Question, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, vous avez aussi un gros réseau chez les militaires, dans la police, dans la gendarmerie. Vous la sentiez venir, franchement, cette tribune ou pas, Laurent? Concrètement, est-ce que vous pensiez que ça pourrait arriver qu'à un moment donné, l'armée franchisse le Rubicon pour aller se mettre dans le débat public? Vous le sentiez venir ou pas? C'était une probabilité pour vous? Alors, clairement, oui. Peut-être que cette tribune, il y a une part de circonstance parce que elle était peut-être pas destinée. En fait, je pense que les signataires ont été un peu dépassés par son succès. Au départ, c'était une sorte de coup de gueule entre nous sur un blog finalement assez confidentiel. Oui, voilà, les militaires qui parlent aux militaires, hein, en quelque sorte. On se raconte nos malheurs, on fait une sorte de thérapie de groupe. Et tout à coup, voilà, l'affaire éclate au grand jour, c'est repris par toute la presse, il y aura des sanctions, évidemment. Donc, il y a un peu de panique. Ce qui est plus étonnant et ce qui est enfin, courageux, c'est cette deuxième tribune, vague de soutien aux aînés par des militaires d'actifs. Donc là, évidemment, qui risquent carrément de perdre leur emploi, tout simplement, ou de se retrouver dans un placard pour les plus chanceux d'entre eux. S'ils sont nombreux, il va falloir beaucoup de placards, Laurent. Voilà, c'est le problème. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas énormément de policiers, gendarmes et militaires en France, et quand vous en avez des dizaines de milliers qui commencent vraiment à manifester leur désaccord, ça devient très difficile de faire face, en fait. C'est-à-dire vous pouvez plus les contraindre puisqu'ils sont eux-mêmes la force publique qui permet de contraindre des individus à agir et à honorer leurs engagements. Donc c'est pas étonnant que ça craque. Moi je crois que ça ne craquera pas beaucoup plus loin. Malgré tout, les militaires de ce pays, ils le disent d'ailleurs eux-mêmes dans la tribune à plusieurs reprises. Ils sont extrêmement légalistes et ils attendent leurs ordres. Et ils le disent. Un passage est assez significatif. On utilise, ils disent on nous dira ce qu'on doit faire. Mais la question c'est qui est ce on? Parce que s'ils attendent que le on Darmanin, le on Dupond-Moretti, le on Macron, le on Parly leur donne un ordre qui soit cohérent et qui aille dans le sens de ce qu'ils demandent, je pense qu'ils vont attendre longtemps. Et malheureusement, le temps ne joue pas en notre faveur. Je dis pas du tout qu'ils devraient passer aux actes ou je ne sais quoi, ou se livrer à des actions illégales. Moi, je crois pas du tout à ça. Je pense plutôt qu'il faut que la population française doit se réformer d'abord elle-même. Elle doit pas attendre justement un Messie, elle doit pas attendre Napoléon, elle doit pas attendre le putsch, le coup d'État, un candidat, une élection, etc. C'est vraiment un travail sur soi d'abord pour sortir de cet état de passivité, de domestication, d'attente qui est le nôtre, qui permet à une idéologie comme celle qui règne aujourd'hui sur notre pays de rencontrer aussi peu de résistance. Les Français, malheureusement, ne se révoltent pas, ne font pas entendre leur voix suffisamment clairement contre l'immigration, contre l'insécurité. Pour l'instant, ils se résignent à subir, malheureusement. Oui, mais on en a parlé d'ailleurs, mon livre en parle là-dessus. Il y a aussi un débat médiatique qui est faussé, et pas que sur l'immigration. Je parle tout le temps de l'Union européenne et toute série de sujets. Aujourd'hui, les gens, finalement, les Français moyens n'ont plus beaucoup la parole dans les médias. Et généralement, on leur fait bien comprendre de se taire aussi sur des questions très variées pour le coup, et pas que sur celle-là. Donc c'est dur aussi pour une partie de la population de s'exprimer, si ce n'est sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on voit que sur les réseaux sociaux, on essaye de les verrouiller de plus en plus, vous voyez. Vous voyez, Laurent, c'est compliqué comme situation aussi pour les Français. C'est certain que la dépossession de la parole est vraiment absolument remarquable parce qu'on n'a jamais eu autant d'informations dans notre pays, on n'a jamais eu autant de médias, de techniques pour transmettre l'information. On a aujourd'hui des millions de Français qui regardent la télévision, qui écoutent la radio, qui ont Internet, etc. Mais le contrôle de cette information revient à cet État, à Big Brother, cet État, ces médias, ces juges, puisque effectivement l'information est de plus en plus surveillée étroitement par la justice, et il devient de plus en plus compliqué de franchir certaines lignes, d'avoir des opinions qui sont opposées. Enfin, on parle des réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont vraiment très sérieusement encadré de nos jours. Et on le verra encore plus l'élection va approcher, plus vous allez voir des comptes sauter. Je pense au mien en particulier, même si vous verrez que je n'y ferai rien d'outrecuidant, il est très possible qu'il disparaisse du paysage. Et le mien, comme beaucoup d'autres. Et ainsi, ce nettoyage est fait et le citoyen moyen n'a pas vraiment de retour. Il voit toujours les mêmes types à la télévision.
il entend toujours les mêmes discours et il ne peut pas répondre. Sa défense légitime ne peut pas aboutir, sauf par des médias justement comme le vôtre, par exemple, qui sont en voie d'expansion. Mais ça prend du temps, évidemment. Ça prend du temps. On renouvelle pas un paysage audiovisuel comme ça, surtout que ce paysage audiovisuel va se défendre. Il se défend très bien. Il est très puissant. Donc, il va criminaliser tous ces nouveaux médias et il va essayer de les empêcher. Je vous rassure, oui, je vous le confirme, nous sommes criminalisés, bien entendu. Criminalisés ou du moins ignorés, et c'est vrai. Mais finalement, Laurent, vous avez raison de le dire, cette cartographie médiatique qui est compliquée aujourd'hui, qui ne porte plus les voix, finalement, est-ce qu'on peut reprocher, Laurent, une partie des Français d'attendre aussi un sursaut de nos gouvernants ou d'un homme ou d'une femme providentielle? Finalement, qu'est-ce qui reste après? Malheureusement, je pense que cette attente est un moyen de se dire, la croyance excessive en la politique est un moyen de composer un petit peu avec sa lâcheté, de se dire, bon, si quelqu'un va le faire, on va tous voter pour lui et c'est génial, et il va tout faire, et moi, encore une fois, j'aurai rien à faire. Mais c'est pas une solution de long terme, ça, parce que on est dans cette situation-là justement parce qu'il y a eu un attentisme général de la population. Il y a eu une acceptation résignée. Il n'y a jamais eu de coup de poing sur la table. On dit souvent que le peuple français est un peuple agité, un peuple qui sait se faire entendre. Alors oui, effectivement, il est très capable de gueuler parce que l'essence à la pompe, elle est trop chère, etc., à faire des choses comme ça. Mais contre des problématiques réellement vitales comme l'immigration de quantité, on ne l'a jamais sérieusement entendu. Il n'a jamais osé le faire. Il le fait de manière électorale détournée de temps en temps, mais il a réellement honte. On a évidemment installé en lui cette honte absolument totale du débat sur la question, même de la pensée critique. Hein. Il n'est pas question d'être totalement contre, totalement pour, mais simplement d'avoir du recul critique sur l'immigration. On vous fait bien comprendre que c'est interdit aujourd'hui. Je rappelle qu'on a motivé la dissolution de Génération Identitaire par le fait qu'ils ont des positions critiques contre l'immigration. Ça a été notifié de cette manière-là. Donc à partir de là, évidemment, il faut prendre le maquis intellectuel. Et beaucoup de nos contemporains qui ont leurs habitudes sociales, qui ont leur statut à défendre, qui ont leur travail, qui ont leur carrière, ils n'ont pas envie d'avoir des ennuis, eh bien ils préfèrent eux aussi ignorer le problème en se disant que quelqu'un va le régler à leur place. Malheureusement, ça passe par une évolution générale des mentalités. Jamais un leader digne de ce nom n'arrivera au pouvoir s'il n'y a pas cette évolution-là. Et encore une fois, donner les clés de la baraque à quelqu'un qui sera un beau parleur n'est pas du tout une garantie de résultats efficaces. Et on va en parler. C'est la question que j'allais vous poser. Vous me tendez la perche, cher Laurent Berton. Mais en tout cas, merci d'être ce soir sur Putsch et de réagir là-dessus, de nous faire part de votre analyse. Effectivement, j'aime bien parce que vous êtes pas excessif malgré ce qu'on a dit. Vous avez un regard assez posé sur ces questions-là, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Mais j'aime bien. Donc, n'hésitez pas à nous aider aussi. Merci beaucoup à vous abonner à Putsch. Vous avez les liens qui passent dans les commentaires sur YouTube et sur Facebook ou nous faire un don sur Tipeee. Parce que comme le dit très bien Laurent Berton, nous sommes pas nombreux à faire du média indépendant et à recevoir Laurent Berton et toute une foule de gens. Donc si vous nous aidez pas, les grands médias resteront et nous disparaîtrons. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner à Putsch. Vous avez ces petits liens qui passent en permanence et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. C'est l'avantage aussi d'être tout à fait libre. Laurent, je fais une petite parenthèse, j'en profite parce que c'est ce que je disais à la fin de mon dernier livre, Éloge de la force. On donne, par exemple, on paye chaque année de manière obligatoire une redevance entre des centaines d'autres taxes et impôts aberrants. On paye une redevance, c'est-à-dire qu'on finance directement, à hauteur de 167 €, il me semble, France Télévisions, Radio France, qui ne vous veulent pas que du bien, il faut en avoir conscience. Donc, on paye de manière forcée, c'est totalement soviétique, hein, des médias, même si on ne veut pas les écouter, on les paye quand même. On paye aussi par nos impôts Libération, l'Humanité, Le Monde, etc., tous ces grands médias qui sont ultra archi-aidés, subventionnés. Donc, le français en colère, concrètement, quand on interroge, d'accord, vous payez cette redevance obligatoire, mais à côté de ça, compte tenu de la gravité de la situation, est-ce que vous faites l'effort de donner une somme au moins équivalente à cette redevance à des médias indépendants que vous estimez défendre vos idées, aller dans votre sens? La plupart du temps, eh bien, en réalité, ces Français en colère ne le font même pas. Donc, à partir de là, s'il n'y a pas vraiment cette volonté de faire bouger les choses, si on ne fait pas cet effort minimal
d'aider au moins les lanceurs d'alerte pour lancer cette alerte à notre place, eh bien, là, c'est que vraiment la disparition est déjà consommée dans notre esprit et qu'on ne mérite plus que la terre qui va nous recouvrir. Donc, c'est voilà, un message qu'il faut passer aussi, c'est celui-là. Oui. Le combat comme ça, l'engagement n'est pas gratuit. Le nerf de la guerre reste l'argent, reste le moyen technique et financier pour rivaliser avec la force énorme de Big Brother, qui est la cooptation qui bénéficie de tous les impôts de France, hein, qui sont des sommes complètement hallucinantes. Donc, si on veut se donner les moyens de lutter, eh bien, il faut mettre un petit peu la main à la pâte par moment. Ben, merci Laurent Berton, je vous ai pas demandé de le dire, mais merci en tout cas de cette asserte. Et c'est vrai que vous avez raison. Hein, nous, c'est une question de survie pour nous. Ça nous permet d'en recevoir Laurent Berton ou d'autres invités. Ça nous permet de faire des articles. Ça nous permet de beaucoup de choses. Ça nous permet de continuer à vous informer librement. Et vous pouvez aller parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, il n'y a pas que Facebook derrière. C'est du travail. Donc merci en tout cas pour ceux qui pourraient nous aider, soit sur Tipeee à partir de 1 euro ou soit sur nos offres d'abonnement à 4,99 €. Merci. Ceci étant, passé les promos, on évacue. On continue effectivement, Marine Le Pen, Laurent, là on nous entraîne de nous agiter le fameux duo Macron-Le Pen. Concrètement, vous le voyez comment cette histoire-là? Alors, ça paraît assez probable que Marine Le Pen soit au second tour, sauf accident, je ne sais pas, sauf gros accident. Emmanuel Macron, c'est pour moi un petit peu moins sûr. Peut-être qu'il pourrait avoir une concurrence de dernière minute. Après, c'est difficile à dire maintenant. Il va se passer beaucoup de choses. Il y aura énormément de la politique habituelle, hein, c'est-à-dire la calomnie, les boules puantes, etc., et tout ce qu'on peut imaginer de très honorable. Et est-ce que ça changera en profondeur les choses? Je ne sais pas. Pour moi, la politique est une partie du problème. Hein, cette obsession qu'ont les Français pour la chose politique les détourne de réalités profondes et permet de maintenir ce pays comme ça, un petit peu abandonné à son état tout-puissant, sans trop se préoccuper de ce pouvoir vraiment considérable dont bénéficie l'État aujourd'hui, au-delà du pouvoir de prélever des impôts. Et quand cet État fait n'importe quoi, comme aujourd'hui, sur tous les points de vue, hein, on parle de la sécurité de l'immigration, mais on peut parler aussi du social, on peut parler de l'économie, cet État met le peuple en danger, je crois. Donc peut-être qu'il faudrait s'interroger aussi là-dessus, s'interroger sur la pertinence de cette politique qui est aujourd'hui un spectacle. On l'a vu hein, avec les élections américaines, c'est vraiment un show télévisé qui occupe les esprits, qui les monopolise complètement. Et malheureusement, plus ce spectacle dure et fait de l'audience, eh bien plus on le renouvelle et plus le temps passe et plus les problèmes demeurent et s'aggravent même. Alors je voudrais qu'on parle de guérilla. Vous en avez beaucoup parlé, bien entendu, mais c'est étonnant de guérilla parce que c'est un roman, bien entendu, mais c'est effrayant parce que tout à l'heure on en parlait hors antenne, Laurent. Concrètement, le début de la scène où des policiers interviennent dans une cité, ils sont obligés de faire usage de leurs armes et là, ça s'embrasse. C'est le jour où tout s'embrasa. Concrètement, aujourd'hui, vous avez été très décrié, on vous a traité de tous les noms, on vous a affilié à toute une série de partis, de mouvements, de machins. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le Laurent Berton d'il y a 3-4 ans, il n'est pas très loin de la réalité, il n'est pas très loin de la vérité. Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement. Bah, évidemment, hein, le livre a été fait aussi dans l'optique de prévenir, d'avertir. Comme évidemment, on peut, avec une mauvaise foi extrême, on fera comme avec les généraux, on dira ils attisent les braises, ils jettent de l'huile sur le feu, etc. Non, on montre les braises, on montre le feu, et en disant qu'il est là. Que d'ailleurs, dans l'expression, quand on vous dit vous allez mettre le feu aux poudres, on admet qu'il y a des poudres. Donc pourquoi y a-t-il des poudres? C'est déjà la question qu'il faut se poser. Et on a vu ces derniers mois, on a vu Viry-Châtillon, des policiers brûlés vifs dans leur véhicule, on a vu des policiers, ce policier notamment qui avait été gravement tabassé, on avait utilisé son arme pour lui tirer dans les jambes, pour lui faire sauter les genoux, il s'en est tiré, mais il s'en est fallu très peu. On a eu l'affaire d'Avignon, on en aura beaucoup d'autres. Les policiers sont face à un ensauvagement de tous les instants, et fatalement viendra le jour où l'un d'entre eux va se sortir de son arme et n'aura pas le choix et sauvera sa vie en prenant celle des autres. Et là, on peut
on peut avoir une explosion générale parce qu'en plus, on a ce contexte de bourrage de crâne, Black Lives Matter, etc. On vous a tout pris, vous devez vous venger, la société est oppressive. À la limite, quand vous agressez des policiers ou quand vous tabassez une mémé dans la rue, quelque part, c'est un petit peu de la réparation. Et ce message passe. Ce message a une portée très forte. Il a été véhiculé par des stars de la NBA, par des stars du hip-hop, etc. Et il est extrêmement prégnant. Et non seulement il désarme les policiers, mais il arme une certaine jeunesse contre la police. Donc vraiment, la situation est extrêmement tendue. On a cette dérive communautaire dans à peu près tous les quartiers de France, maintenant même dans les villes moyennes et dans certaines petites villes. Il ne se passe pas un soir sans qu'il y ait des émeutes de grande ampleur. On est à, je sais plus, 8 policiers agressés chaque jour, 18 policiers et gendarmes blessés en mission chaque jour. Donc c'est une toile de fond permanente, une guérilla qui est déjà là, et il manque l'étincelle pour qu'il y ait un embrasement général de type 2005, et avec les policiers aujourd'hui qui sont complètement tenus par la peur de la bavure, par ces fameuses accusations, ce chantage à l'extrême droite qui commence à devenir vraiment... c'est le verrou, hein, c'est le verrou, le dernier verrou du régime, hein, l'ultima ratio. Donc cette situation, elle est là. Et il ne manque que l'étincelle, malheureusement. Et je ne vois pas du tout, pour l'instant, de volonté d'alléger la pression. On s'est félicité avec la crise du Covid de n'avoir plus que 62 000 prisonniers. Quand on voit ce qui se passe avec ces prisonniers qui ont été relâchés, des faits divers absolument épouvantables, on comprend à quel point ces idéologues qui nous dirigent n'ont plus aucun contact, même pas aucune empathie, aucune considération pour ce peuple qu'ils sont censés défendre, dont ils sont censés être les serviteurs. C'est vraiment une situation qui est stupéfiante. Le mépris de la police relève exactement du même état d'esprit. Donc, il n'y a vraiment aucun signal. L'immigration prétend qu'il existe une politique d'immigration en France. C'est du délire absolu. On a battu tous les records de titres de séjour, de demandes d'asile. On bat les records d'émigration des Français autochtones et qualifiés. On est en train vraiment de créer dans ce pays toutes les conditions pour qu'une explosion ait lieu. Vous connaissez pas mal de policiers, je disais Laurent. Hein. J'imagine que vous avez fréquemment ou certains au téléphone. Aujourd'hui, c'est quoi l'état d'esprit, très sincèrement, dans les rangs de la police? Alors peut-être pas des syndicats, mais dans les rangs de la police, des policiers que vous connaissez, avec qui vous échangez régulièrement. Aujourd'hui, ils sont proches du burn-out, les policiers que vous connaissez? Alors, les syndicats essaient de faire tampon, si on peut dire. Donc, leur discours est obligatoirement plus mesuré que celui des bases. Celui des bases, le discours, je peux vous dire qu'il serait inaudible à 1 heure de grande écoute. Parce que, évidemment, les policiers sont complètement piégés dans leur quotidien. Eux ont cet objectif de servir la France, de servir leurs concitoyens, et ils constatent que en réalité, ils servent un État qui les méprise complètement, avec des moyens qui leur sont de plus en plus contrôlés, quasiment interdits, avec sur eux toujours l'opprobre permanent. On entend dire partout que la police est raciste. Libération, le lendemain de l'assassinat du policier d'Avignon, avait consacré un bel article à Assa Traoré qui disait que la police française était raciste. Voilà, donc tout est fait pour leur donner vraiment l'impression que, effectivement, on veut comme chantaient certains manifestants d'ultra-gauche, suicidez-vous, on les pousse à la dernière extrémité. Et ça, c'est pas tenable. Une fois que les policiers sont plus là, on voit bien ce qui se passe. Hein. Aux États-Unis, ils ont fait l'expérience dans certaines grandes villes de réduire les effectifs policiers, et la criminalité a explosé, évidemment, parce qu'on est dans une situation où, malheureusement, cette société n'est plus une société. Elle tient uniquement parce qu'il y a cette menace de répression policière qui tient encore à peu près, et encore, ça tient de manière très, très fragile, mais c'est la seule solution quand vous avez des individus comme ça qui ne partagent plus rien, qui n'ont plus rien en commun, qui sont mus par leurs intérêts personnels, par le trafic, par voilà, le trafic de drogue, le crime. Eh bien, il n'y a que la force qui peut donner une illusion de vivre ensemble. Mais si la police craque, tout s'effondrera et toutes les illusions seront balayées définitivement.
Laurent, très sincèrement, après l'assassinat, je dirais même l'exécution de cette policière, fonctionnaire de police à Rambouillet, après l'assassinat et l'exécution de ce fonctionnaire de police à Avignon, très sincèrement, est-ce que ça pourrait craquer? Est-ce que la police, à un moment donné, pourrait, comme elle l'a fait symboliquement il y a quelques semaines, quelques mois, fermer les commissariats ou à un moment donné ne plus intervenir ou parce qu'on se demande jusqu'où ils vont supporter finalement. Et je le reparle, hein, on le redit pour ceux qui nous arrivent, hein, les policiers finalement, j'ai l'impression que j'ai un peu comme vous, pour le coup, on partage cet avis-là, ils ont été utilisés contre les Gilets jaunes, énormément utilisés par le pouvoir, comme vous l'avez dit, de garde prétorienne, je reprends vos mots, et aujourd'hui, là, ils sont laissés à l'abandon, ils sont même, et effectivement, il y a cette dualité, et la question que je pose, c'est, est-ce que vous pensez que ça peut craquer du côté de la police, un jour ou l'autre? Alors, c'est assez compliqué de répondre parce qu'ils sont recrutés sur leur sens du devoir, ils sont quand même formés pour obéir hein, et garder leurs états d'âme pour eux. Leur hiérarchie, la hiérarchie policière est complètement inféodée au pouvoir. Ce sont des hauts fonctionnaires qui répercutent les intérêts de l'État et des sous-secrétaires d'État sur leurs troupes. Donc quelque part tout est fait pour les tenir. Si vous voulez de l'avancement, si vous voulez avoir voilà, si vous voulez que votre carrière se passe bien, eh bien vous la fermez et vous faites ce qu'on vous dit de faire. Il faudrait un mouvement assez général. Tous les mouvements qui ont commencé à avoir lieu ont été assez habilement désamorcés justement par quelques primes par-ci, quelques promesses par-là, quelques menaces, quelques mises au placard de meneurs, et c'était réglé comme ça. Donc, pour l'instant, ça n'arrive pas. Ça pourrait arriver, évidemment. Après, les policiers ne peuvent pas non plus se dire on va complètement cesser le travail et on va abandonner complètement nos concitoyens. Parce que c'est quand même pour eux, ils se disent notre travail, on le fait dans cet intérêt public. On a une mission pour le coup et si on ne mène pas cette mission-là, là, c'est clair qu'on sera comptable. On aura sur la conscience un paquet de crimes extrêmement graves. Oui, mais j'imagine qu'il y a un nombre de policiers tous les jours quand ils vont au boulot, ils ont quand même les pétoches, ils ont peur aujourd'hui de ce qu'ils vont affronter, notamment. Je parle pas des manifestations une nouvelle fois, là. Je parle vraiment de ce qu'on parle en ce moment, l'insécurité endémique, et je parle de ces quartiers totalement hors de contrôle. J'imagine que certains nombres ont peur, quoi, aujourd'hui. Ah oui, et bien sûr, et au-delà de la peur d'être confronté à ça, parce que quand on est confronté à une situation comme ça, totalement ingérable, il y a la peur du délinquant, évidemment, hein, de la violence de la rue qui est sans limite, mais il y a aussi la peur du règlement, la peur de la faute, parce que si jamais, si ça s'était passé, si à Avignon, si le tueur avait été abattu par le policier, il aurait été très probable qu'on aurait eu peut-être des émeutes, violences policières, etc., enquête, contre-enquête, IGPN et tout ce qu'on peut imaginer. Dès lors qu'un policier fait usage de son arme, en général, il a beaucoup d'ennuis. Donc, il doit gérer ces deux craintes-là. Et en plus de ça, évidemment, il y a le message médiatique permanent, redondant. Il y a une forme de destruction quasiment quotidienne de la fierté de faire ce métier, de la confiance des policiers envers les médias, envers la population, et qui est psychologiquement très dur à supporter. Et les familles de policiers sont très touchées par ça. Les policiers, évidemment, se soutiennent entre eux, ils sont entre collègues, mais c'est à ses limites. Ce sont pas des êtres miraculeux non plus. Hein. On est tous humains. Et quand tous les jours vous vous faites insulter, parce que c'est ça aussi, hein, c'est pas seulement une violence complètement débridée, c'est aussi une impunité qui fait que cette population complètement ensauvagée se permet d'insulter en permanence les policiers. Là, on parle de respect, on parle de tutoiement, mais on est là, c'est un autre espace-temps. Hein. La façon dont les jeunes aujourd'hui considèrent les policiers est totalement hallucinante. Et c'est pas du tout avec de la réinsertion et avec des médiathèques et avec des moyens éducatifs qu'on va changer ça. Oui, parce qu'effectivement, on entend sur les plateaux télé certains députés, de tout d'ailleurs, hein, un grand plan Marshall pour l'éducation, de la réinsertion, redonner confiance, libérer les énergies, déghettoiser. On entend tout ça, finalement, on a l'impression que vous y croyez pas du tout, Laurent, à ça. Et vous connaissez bien le sujet depuis plusieurs années, hein, vous travaillez dessus.
Ça doit faire à peu près 40 ans hein, qu'on entend. Hein. C'est l'hommage de Mitterrand là, ces temps-ci. Eh bien, ça fait à peu près depuis cette époque-là qu'on tient ce discours qu'il faut des moyens, qu'il faut de l'éducation, qu'il faut de l'écoute, du dialogue, de la bienveillance, de la compréhension, des efforts de réinsertion, des activités en prison, etc., des sorties pour les jeunes de banlieue, des vacances. On a absolument tout essayé. On a créé cette situation du coup de soumission totale, puisque le casseur est toujours payé finalement. Quand on fait des émeutes, eh bien, on va avoir des moyens, on va ouvrir des médiathèques, on va avoir nos associations qui vont toucher des mannes financières considérables, on va avoir de la rénovation, notre vie va s'améliorer. Donc quelque part, on subventionne le désordre en agissant de cette façon-là. Et les conditions dans ces banlieues, en tout cas les aides publiques dans ces banlieues, sont beaucoup plus fortes que dans certains endroits de notre territoire qui sont beaucoup plus pauvres. On pourrait comparer avec certaines campagnes complètement à l'abandon. C'est pas du tout, c'est toujours pareil. Hein, on va toujours dire que c'est des questions sociales, des questions de pauvreté, d'oppression systémique. On va tout imaginer en fait pour justifier cette criminalité. Plutôt que de simplement dire les choses, désigner les coupables, les punir, les sanctionner. En fait, il faut simplement rendre cette criminalité, ces attitudes criminelles, il faut les rendre réellement non lucratives. Il faut les rendre très dommageables pour les individus qui décident de les adopter. Là, on fait tout le contraire. C'est-à-dire, on va se coucher devant eux, on va les écouter, on va leur dire qu'effectivement, ils ont quand même un peu raison puisque ils sont archétypes de la victime, etc. Et que donc les policiers sont méchants. Donc leur colère à eux est légitime. Et ça, c'est vraiment de la folie. Si on voudrait que la situation explose, on ne ferait pas mieux. Alors, il nous reste encore 5-10 minutes. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Je les poserai à Laurent Oberton. Nous allons parler maintenant de la réponse pénale pour terminer. Et je lis vos questions. N'hésitez pas à les envoyer immédiatement si vous êtes sur Facebook ou YouTube, Twitter ou Twitch. Bien entendu, merci en tout cas. Vous êtes pratiquement plus de 2000 sur nos réseaux ce soir. Regardez cette émission avec Laurent Oberton. Vous le connaissez. On a fait passer un certain nombre de ses livres. Laurent, je voudrais qu'on parle maintenant, on finisse là-dessus. La réponse pénale, les policiers la réclament à corps et à cri. Éric Dupond-Moretti nous avait déclaré que la France n'était pas un coupe-gorge. Il y a quelques mois de ça, je crois que sur nos confrères d'Europe 1. Aujourd'hui, on peut dire que cette assertion a du plomb dans l'aile, sans mauvais jeu de mots, bien entendu, vous m'aurez compris. Ah oui, ça fait extrêmement mal parce que voilà, la réalité est là. 120 agressions au couteau chaque jour en France. Donc, en fait, ça sert à rien. Hein, on parle de réponse pénale. Ça sert à rien de voter des lois nouvelles. Vraiment, ça sert absolument à rien. C'est très à la mode. Hein, on vote à chaque fait divers, mais on peut en voter des milliers. Si on les applique pas, si on exécute les peines à moitié, voire pas du tout, on peut même mettre des milliers de policiers supplémentaires dans les rues. Effectivement, les policiers ont raison. Si la réponse pénale n'a pas lieu, n'existe pas, eh bien, ça ne sert à rien. C'est le seul moyen de régler le problème parce qu'en plus, la population criminogène ultra récidiviste, vous allez voir là, on parlera bientôt du CV des individus qui ont été interpellés à Avignon. On verra que, comme d'habitude, un CV très fourni, ils sont très connus, etc. Ils ont fait de la prison, mais ils n'ont pas exécuté leur peine en entier. Hein. Et si ces individus-là, ultra endurcis, étaient réellement condamnés à ce que prévoit la loi, eh bien, on serait tranquille parce qu'ils passeraient leur temps derrière les barreaux et ils ne pourraient plus nuire à la population. C'est pas du tout la politique du gouvernement, mais c'est la seule politique qui permettrait, évidemment, après, on ne parle pas des racines du problème, des racines fondamentales du problème, qui pour moi sont cette immigration de quantité qui a lieu sans contrôle depuis des décennies et contre la volonté du peuple français. C'est évidemment ce problème-là qui est central. Mais la réponse... Laurent, il faudra un référendum sur l'immigration pour vous. Je sais que Dupont-Aignan le propose là. Alors, je ne sais pas si un référendum, ça dépend comment on pose la question. Oui. Hein, c'est toujours et surtout le dernier référendum auquel on a assisté, la réponse a été clairement donnée et le gouvernement a choisi très clairement bien de s'asseoir dessus. Donc, 2005, c'était constitutionnel, oui, tout à fait. Voilà. 2005. Donc, si tous les référendums sont menés de la sorte, ça ne sert à rien non plus. Non, mais moi, je suis pas du tout dans une vision sécuritaire parce qu'on dit souvent, voilà, il faudrait des policiers à tous les coins de rue, il faudrait des chars d'assaut. Moi, je partage la citation de Renaud Camus. Alors, je sais que c'est très risqué de citer Renaud Camus aujourd'hui. Enfin, il était chez André Berthaud cette semaine d'ailleurs, hein, Renaud Camus. Bah écoutez,
Ouais. Si je perds ma prochaine invitation chez Ruquier comme ça, c'est pas très grave. Il a dit qu'il ne servait à rien de sécuriser l'enfer. Et je trouve que cette phrase est très juste. Ça sert absolument à rien de vivre dans une société avec des caméras partout, avec des libertés complètement rognées, interdites, avec des gens surfliqués, surveillés. Si cette société n'a pas le début d'une existence, si on ne partage rien, si on se méfie tous les uns des autres. Et ça, c'est le problème fondamental de la population. C'est que si on a une population des individus qui ne partagent absolument rien les uns avec les autres, eh bien évidemment, on ne vit pas dans une société. Donc simplement, si on appliquait la loi est assez rigoureuse en réalité, elle est plutôt bien faite. Oui, le code pénal est assez riche, hein. Oui, tout à fait. C'est plutôt complet, c'est plutôt bien fait. Donc simplement, s'il était appliqué, eh bien, la plupart des auteurs de crimes et délits aujourd'hui dormiraient en prison et ça nous ferait pas mal de vacances. On serait beaucoup plus tranquille. Et évidemment, avec expulsion à la clé pour ceux qui sont naturalisés ou étrangers, puisqu'ils sont très nombreux, évidemment, dans nos prisons. Il ne faudrait pas se priver de les renvoyer au pays. Là, on y verrait tout de suite plus clair. Hein, les solutions sont très simples. Mais vous entendez comme moi les discours des gardes des Sceaux et compagnie. On a eu Belloubet, on a eu Taubira, on a eu Dupond-Moretti, ce qui montre l'inconscience complète de nos gouvernements vis-à-vis de ce problème. On sait que les élections approchent, donc on aura des discours. Darmanin va lever son manteau un peu plus haut que d'habitude. C'est un peu l'effet Valls, l'effet Pasqua, l'effet Sarkozy. Ils l'ont tous fait hein, à un moment donné parce que ça plaît, mais à un moment ça ne suffira pas. Et il serait très bon que les Français prennent conscience que le ministre de l'Intérieur en France n'a pas de pouvoir sur l'insécurité, il ne sert à rien, c'est le chef de la police et le problème est judiciaire. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est la seule chose à faire dans l'urgence. Il faut écoper et après pour le reste, évidemment, il faut penser à l'immigration et aux autres problèmes plus profonds. Alors, une question que j'affiche de Bruno qui nous dit « Le 3e volume de Guérilla sort quand, Laurent ?» Alors, eh bien, l'écriture a bien avancé. Si la guérilla n'a pas lieu avant la sortie, je pense du coup qu'il arrivera l'année prochaine, en 2022. Je ne sais pas encore à quelle date précisément, mais en tout cas, ce livre sortira. Si la guérilla n'a pas lieu, si elle ne s'écrit pas avant moi, ce livre sortira. D'accord. Une question de Robert Saucisson, je l'affiche aussi. Que pensez-vous, Laurent, de Zemmour en 2022 ? Alors, je ne sais pas du tout si ça va devenir une réalité. Je crois qu'il y a quand même aussi il y a pas mal de choses à perdre dans une campagne. Hein. Vous avez déjà vu que des accusations sortaient à cette occasion. Voilà, une campagne, c'est pas propre. Hein. Il ne faut pas imaginer qu'on en sortira plus propre qu'avant. Donc, est-ce qu'on a un intérêt réel à le faire ? Il faut évaluer vraiment ses chances. Après, Zemmour étant ce qu'il est, il a beaucoup de talent. Ça lui donnerait une tribune encore plus forte. Et ne serait-ce que pour cet aspect-là, il pourrait quand même être assez tenté de faire entendre sa voix qui a un écho populaire très profond. Il pourrait être tenté de saisir cette occasion. Alors, en ce cas-là, pourquoi pas ? Et ce serait assez amusant à suivre. En tout cas, ce serait, je pense, plus amusant que les discours de Fabien Roussel et d'autres personnages comme ça. Vous croyez, par exemple, avec dernière question politique d'actu, là, et c'est la mienne, là, je réponds à Anne, Laurent Berton s'est déjà exprimé sur le FN, on en a parlé tout à l'heure, donc revoyez le replay, Anne, voilà, on en a déjà un peu parlé du FN, mais un billet, par exemple, un ticket ou un billet, Zemmour de Villiers, parce que de Villiers, quand même, Philippe de Villiers, en ce moment, il fait beaucoup de médias, bon, essentiellement sur la privation de liberté, sur le Covid, avec Davos et consorts, mais sur la sécurité, de Villiers, il est dur, hein, aussi, hein. Oui, De Villiers a souvent eu un discours. Il avait même été associé avec Pasqua à une certaine époque. Après, le problème aussi, c'est la multiplication de ce genre de candidature. Je pense que ce courant politique-là serait plutôt bien inspiré de le laisser à une certaine gauche qui fait ça avec une grande constance depuis pas mal d'années, de manière à perdre un grand nombre d'élections à cause de ça. Donc, il faudrait peut-être pas trop se disperser non plus. Villiers, Zemmour, Le Pen, sur le fond, il n'y a quand même pas des différences qui sont énormes. Même chose avec Dupont-Aignan, par exemple.
À la différence de l'Union européenne, je me permets, à la différence de l'Union européenne, parce que Marine Le Pen sur l'Union européenne, elle a fait marche arrière, reculé, Oui. et on sait plus très bien où elle en est, Marine Le Pen à l'Union européenne. Oui, je pense qu'elle non plus ne sait plus Ouais. tout à fait. Ouais. Mais après, voilà, c'est le jeu politique. Hein. On s'ajuste beaucoup à l'ère du temps. On calcule énormément. Malheureusement, la politique n'est pas vraiment une affaire de conviction, elle est surtout une affaire d'air du temps et voilà, de ce qu'on peut dire ou non à un moment donné. En tout cas, voilà, si ces individus qui me semblent partager certains constats sont à peu près du même avis sur les constats essentiels, notamment l'immigration, l'insécurité, eh bien, ce serait, enfin, pour moi, assez curieux qu'ils se lancent tous en même temps. Bon, pourquoi pas, ça leur ferait plus on est de fous, plus on rit, ça fait du temps de parole cumulé, tant mieux pour eux, si à la fin tout le monde s'y retrouve. Après, moi, enfin, pour moi, je constate que tous ces gens sont très étatistes. Ils veulent un État fort, toujours plus fort. L'État aujourd'hui est extrêmement fort. Il n'a jamais été aussi puissant, aussi grand, aussi dévoreur d'impôts et de contribuables. Et j'ai peur que ça crée les conditions d'un problème encore plus long et encore plus grave. Après, évidemment, ça ne se jouera pas là-dessus. Hein. La politique, les élections se jouent souvent sur l'insécurité, un peu sur l'immigration, sur le social et surtout sur le spectacle. Le meilleur acteur a de bonnes chances de gagner malgré tout. Mais je viens dessus. L'État, il faut à un moment donné un État fort pour établir l'ordre, Laurent. Parce que là, aujourd'hui, l'État dans ce domaine-là est plutôt faible que fort. Hein. Et c'est justement le problème, c'est-à-dire que plus l'État est fort, c'est-à-dire sur l'impôt, sur le conditionnement de la population, sur son acceptation générale par la population, la France a des impôts qui, voilà, les prélèvements obligatoires, je sais plus, ça va être 50 000 euros par travailleur et par an. C'est vraiment hallucinant. Et ces impôts, évidemment, ne sont pas librement consentis, ça c'est faux. Donc le citoyen est quelque part l'esclave de cette machine étatique qui est toujours plus immense et importante, et qui prend toujours plus de place dans sa vie, qui restreint ses libertés toujours un peu plus chaque jour. Donc, donner les clés d'un tel appareil à qui que ce soit, sur le papier, on se dit c'est peut-être une bonne idée. Si c'est quelqu'un de bien, il va faire le ménage. Mais là, on constate que justement, notre impuissance, elle vient de là. C'est-à-dire que le maître est tellement puissant, eh bien, il a décidé que l'insécurité n'existait pas, était un fantasme, et que l'immigration était une bonne chose. Eh bien, finalement, le Français se rend compte qu'il est tout à fait dépourvu face à la puissance de ce qu'il faut bien le dire, est un parasite et est devenu un ennemi. Donc, je suis pas certain que si on se contente de continuer à changer l'équipage, eh bien le problème change et pour moi le Titanic a des chances de rester ce qu'il est. Donc peut-être qu'il faudrait voir les choses autrement et essayer surtout de rendre à l'individu son pouvoir, sa fierté, son esprit critique, des manières de justement faire respecter sa volonté et ses choix d'une autre façon que par le vote, qui est quand même une forme de loterie et qui ne garantit absolument pas l'exécution des résultats présumés, hein, des programmes qui sont annoncés, les promesses électorales. Enfin, je sais pas, je suis pas très âgé, mais j'ai toujours entendu ça. Les gens étaient très contents d'aller voter, ils étaient très enthousiastes quand leur candidat était élu, et à peu près un mois après, ils lui crachaient à la gueule en disant que c'était scandaleux, et que c'était un salaud, et qu'ils étaient bien tous pareils. Et pourtant, il y a toujours cet enthousiasme électoral qui renaît chaque année, comme si cette fois-ci, le miracle allait se produire. Donc, il y a une grosse part de croyance, une part de rite dans cette élection, et je suis vraiment pas sûr qu'il faille se contenter en fait du cirque politique pour faire avancer la situation. Allez, dernière petite question en 2 minutes, Laurent, une question post-apocalyptique que nous pose Sébastien. Il nous demande s'il faut s'expatrier de la France. Voilà, je voulais la poser pour en dernier. Alors, c'est une question qui revient très souvent. Certains pensent que c'est vraiment la chose à faire. Il est clair que quand aujourd'hui on est jeune, talentueux, diplômé, on se dit, on pèse le pour et le contre, on se dit, dois-je devenir moi aussi à mon tour l'esclave de cet État et lui rapporter beaucoup d'argent, c'est-à-dire bien plus que je vais lui rapporter bien plus que je vais en gagner moi en travaillant à mon compte. Eh bien, moi, je pense qu'on a raison de se poser la question quand même, sachant aussi ce que la France devient, hein, son insécurité, et, enfin, sa situation ne fait pas rêver grand monde aujourd'hui.
Après, si tous les éléments de qualité s'en vont, eh bien, les chances de reprendre un petit peu en main la situation, ça me nuise, évidemment. Moi, personnellement, je ne pars pas et je ne partirai pas, mais je comprends qu'on effectue cette démarche. Enfin, je montre pas du tout du doigt ceux qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Après, moi, je préfère mener le combat ici directement. Je ne sais pas d'ailleurs où je pourrais aller, et peut-être on sera rattrapé un peu partout par ce genre de problème si on ne les combat pas à un moment donné quand ils se présentent à nous. Donc, pas de jugement de valeur, mais en tout cas, moi, je ne m'expatrierai pas. Bon, ben merci beaucoup Laurent Berton pour ce très très grand entretien. Vous étiez très très nombreux ce soir. Merci à vous. Je passe, une fois n'est pas coutume, un petit signe amical à Jean-Baptiste, fan de Laurent Berton qui lit tous ses livres. Voilà, c'est passé. Merci en tout cas d'avoir été là, Laurent, pour avoir réagi longuement sur ces questions-là. On a fait passer vos livres à l'antenne, bien entendu. N'hésitez pas à aller lire tout ça et bien entendu vous plonger dans Guérilla. Il faut avoir le moral pour lire Guérilla, mais lisez-le, vous verrez. En tout cas, merci à toutes et à tous. On se retrouve, nous, très prochainement sur Putsch Live. Merci à tous. Bye bye et vive la démocratie. Salut!